Bonjour chers amis, vous êtes sur Paix et Guerre, 23e édition. Nous sommes mercredi 19 juin 2024. Je vais comme d'habitude vous parler de choses graves et importantes, mais pas forcément très drôles. Alors, je commence par une petite chose qui a aussi son importance pratique. C'est qu'il faut que vous vous inscriviez sur la chaîne. Il ne suffit pas de suivre les émissions. C'est gratuit, c'est très important pour le référencement parce qu'en fait, j'ai constaté, enfin, on m'a fait constater que nous étions à peu près, enfin, vous étiez à peu près 68 000 inscrits. Mais qu'en fait, les vidéos, elles sont vues entre 100 et 180 000 vues parfois. Donc, c'est vraiment un delta très important, trop important. C'est dommage qu'il y ait si peu d'inscrits pour tant de vues, si vous voulez. Voilà, pour le dire clairement. Donc, si vous pouvez, c'est tout simple. Il y a un petit bouton quand on est sur YouTube. Même moi, j'ai compris ça. Il suffit d'appuyer dessus et de s'inscrire. Voilà, comme ça ne bridera plus le rayonnement de la chaîne. Alors, aujourd'hui, j'ai des conditions d'enregistrement très aléatoires. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de problème de son, d'image. Enfin, pas trop, en tout cas que vous m'entendrez. C'est l'essentiel, même si c'est pas parfait. Parce que je voulais quand même maintenir notre rendez-vous. La semaine prochaine, ça risque d'être la même chose. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, mais je dois faire une émission concentrée justement pour des raisons techniques de transfert. Donc, je vais vous parler de 5 points essentiellement. De la proposition de paix qui a été faite par la Russie, par la voix de Vladimir Poutine, un tout petit peu en amont du sommet suisse des 15 et 16 juin, qui a eu lieu Jürgenstock en Suisse. Donc je vous parlerai en troisième point. Le deuxième point, ce sera d'autres déclarations importantes du président russe. Et moi, je suis désolée, mais je maintiens qu'on n'écoute pas la Russie et enfin, c'est une folie de ne pas écouter les déclarations des responsables russes, surtout les déclarations présidentielles. Donc, il a fait des déclarations importantes devant la fine fleur de sa diplomatie et je pense que, voilà, il faut que vous les connaissiez. Donc, après, je parlerai de ce sommet en Suisse, de ses attendus et de ses aboutissements et aussi de ce que ça a démontré ou pas. Quatrième point, petit point sur l'évolution sur le terrain et notamment à travers le déplacement d'armes nucléaires russes en Biélorussie, et bien des conséquences que ce mouvement peut avoir, ou de ce que ça signifie et de ce que ça permet d'envisager, d'imaginer au plan de l'évolution militaire du conflit. Et puis bien sûr les réactions occidentales, les anticipations occidentales. Dernier point, je vous parlerai brièvement de quelque chose qui est quand même très important, qui est le non-renouvellement de l'accord de 1974 conclu entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, accord, si vous voulez, pétrole contre sécurité, enfin bon, qui a des conséquences, à mon avis, financières importantes pour l'ensemble des équilibres financiers mondiaux, même si là encore, ça nous est très désagréable de le reconnaître, mais enfin, là, il s'est quand même passé quelque chose. Bon, et puis évidemment, c'est à la fois l'introduction et la conclusion. Je pense qu'il est vraiment très, très urgent dans le contexte actuel d'aller vers une paix de type westphalien à l'échelle mondiale, pas seulement européenne, autour de la notion de souveraineté admise et pratiquée aussi, y compris par nous, parce que nous, on devrait s'y remettre au-delà des paroles, on devrait être beaucoup plus clair dans les actes aussi, mais ça ne veut pas forcément dire être belliciste, justement, être souverain. Voilà, et c'est vrai que je suis très loin d'être seule au monde. Il y a de nombreuses analyses de très haut niveau, des experts mondiaux qui ont ce degré de conscience et de lucidité, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Allemagne. Enfin bref, il y a beaucoup de... Et en France, bien sûr, il y en a aussi quelques-uns. Et voilà, c'est pas de la glose intellectuelle, si vous voulez, c'est très très important.
il faut qu'on arrive à retrouver le degré de responsabilité et de conscience minimale pour comprendre qu'il est urgent de revenir à une forme de dialogue avec la Russie, mais aussi avec la Chine d'ailleurs, et avec d'autres puissances qui sont en train de s'agréger autour de ces deux-là. Voilà, alors le problème évidemment, c'est que pendant ce temps, nous, on est au milieu de notre crise, de notre crise post-européenne, consécutive à l'annonce de la dissolution par le président de la République, crise politique ouverte. Alors évidemment, ça a éloigné, annoncer la dissolution, ça a éloigné le président de la République cosmétiquement, n'est-ce pas, de la chienlit ambiante, comme si ça ne le concernait pas, et comme s'il renvoyait finalement, à travers une geste très démocratique et très républicaine, les Français à leur propre responsabilité, n'est-ce pas, de choisir leur futur gouvernant. Il paraît même, c'est ce que dit le journal Bild, qu'il aurait prévenu, ce ne serait pas du tout un coup de tête, il aurait prévenu la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, de son intention de dissoudre. Ça, je n'en sais rien, je ne sais pas si c'est vrai. Voilà. Et son idée étant de paralyser à travers une cohabitation très très compliquée le Rassemblement national en amont des prochaines élections présidentielles. Mais enfin, il y a d'autres scénarios aussi, des scénarios de nouvelles élections présidentielles avant la date logique du prochain scrutin. Bref, je ne veux pas trop en parler. Ce qui est clair, c'est qu'il se déleste, enfin le gouvernement actuel se déleste manifestement des problèmes et des responsabilités sur les partis alternatifs qui vont en fait récupérer la patate chaude et se voir mettre sur le dos les conséquences de l'incurie gouvernementale et toutes celles d'une cohabitation. C'est très compliqué la cohabitation. D'abord de faire quelque chose, d'arriver à des résultats, de ne pas être pourri par la position de Premier ministre face à un président qui reste quand même assez tout-puissant. C'est très compliqué. Alors, bon, moi je peux m'empêcher quand même quand j'entends non, c'est pas drôle, les programmes énoncés du nouveau Front populaire, c'est-à-dire de l'extrême gauche, plus les socialistes, plus les écolos, plus tout le monde, je dois me dire que là, ce serait vraiment l'achèvement du pays, la ruine définitive, la mise sous tutelle probablement assez rapide. C'est délirant, c'est un programme économiquement et financièrement, socialement complètement délirant, purement idéologique, inspiré par une haine sociétale, un esprit de revanche et l'instrumentalisation sans vergogne d'ailleurs d'une partie de l'électorat français de confession musulmane. Enfin, tout ça est juste fou. Je trouve d'ailleurs que le fait qu'un ancien président de la République et un ancien Premier ministre, je parle là de messieurs Hollande et Jospin, osent cautionner ce délire au nom d'un hypothétique danger, n'est-ce pas, et d'un front républicain qui serait nécessaire face à l'extrême droite, aux portes du pouvoir, c'est totalement indigne, c'est totalement irresponsable. Ça reflète un très très haut niveau d'opportunisme, à mon avis, de notre classe politique, et toute cette hypocrisie sur les valeurs, le rempart. C'est, voilà, en fait, tous ces gens vont essentiellement à la soupe. Bon. Donc, si vous voulez, pour moi, je veux bien qu'il y ait deux extrêmes, extrême droite, extrême gauche, ou gauche extrême et droite extrême, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose. Je pense que la haine et la bêtise sont clairement sur bien des sujets de ce côté de la gauche, plutôt que du côté du Rassemblement national, qui a aussi ses limites, qui a ses inconnus, bien sûr, liées à une arrivée au pouvoir, c'est évident, ça n'est jamais arrivé, on ne sait pas. Mais moi je vois la droite extrême plutôt comme le sanctuaire, imparfait certes, mais enfin populaire essentiellement, d'un programme de droite assez banal, puisqu'en fait il n'y a plus de droite en France, il faut quand même le reconnaître, depuis déjà longtemps.
Donc les LR se sont soumis depuis très longtemps, et même l'UMP avant eux, aux injonctions faussement moralisantes, n'est-ce pas, d'une gauche qui prétend détenir à elle toute seule les valeurs. Voilà, et le monopole du cœur, pas plus qu'à l'époque de Mitterrand, n'est l'apanage de la gauche, même certainement encore moins aujourd'hui. Donc c'est ça la grande supercherie, c'est ça qui fausse tout le jeu politique. Euh, que faire? Bon, moi je pense que quand même le caractère, c'est tellement flagrant que c'est fou ce programme, ce programme économique et social lancé par le nouveau Front populaire, que ça va le rendre non crédible, même aux yeux des gens de gauche, et au-delà de sa clientèle habituelle, qui vit dans un monde de bisounours, qui s'imagine que l'argent tombe tout seul du ciel, que personne ne le gagne, et que les riches doivent rendre gorge ou bien finir comme lors de la Révolution française, et qui vont en plus se laisser faire sans rien dire, sans partir, sans quitter le pays, sans rien. Voilà. C'est juste, c'est juste complètement fou. C'est dingue qu'on puisse encore, en 2024, oser avoir des propositions pareilles. Enfin, c'est au-delà de la démagogie, c'est stupide. Voilà, donc bon, je pense que quand même le RN sera plus réaliste, plus pragmatique, devra faire des compromis. Pardon, j'ai fait bouger un peu l'écran. Devra faire des compromis, mais qui n'a pas la même haine sociale, et surtout qui a un niveau de pragmatisme supérieur. Voilà. Donc, parce que finalement, l'électorat populaire qu'a recueilli le RN au fil des années, qui était un électorat de gauche, cet électorat, qu'est-ce qu'il veut? Il veut être protégé, il veut être considéré, il veut pouvoir vivre dignement de son travail, à tout niveau, pas que les gens très modestes, les autres aussi, sans confiscation inique, avec un minimum d'efficacité de l'État et des structures de l'État, et pas toujours au profit de populations non intégrées, qu'elles soient françaises ou pas d'ailleurs, mais non intégrées de fait. Voilà, donc ça c'est quand même pas c'est pas renversant en fait comme programme, c'est assez banal. Voilà, quant au LR, bon bah il y a les suicidaires qui préfèrent mourir prétendument debout, n'est-ce pas, au nom de ces fameuses valeurs, c'est-à-dire en fait d'un grand flou et d'une échine essentiellement assez souple, qui leur fait espérer que peut-être le camp présidentiel les récupérera d'une manière ou d'une autre. Donc ils tombent dans le piège. Et puis il y a les autres qui comprennent qu'il vaut peut-être mieux faire cette alliance avec la droite plus à droite, on va dire, pour reprendre le pays en main et pour restaurer une crédibilité y compris internationale, même si là, il y a beaucoup de travail à faire pour arriver à des positions intelligentes sur les enjeux actuels. Donc, bon, et ceux-là, bien sûr, on les accuse de traîtrise, on les accuse des pires mots. C'est stupide aussi, mais que voulez-vous? Donc, voilà. Mais pendant ce temps, pendant que tout ça se passe en France, et je le suis, eh bien, la marche à la guerre, elle se poursuit, elle va bon train. Alors, j'aurais bien aimé vous parler d'autres choses, notamment du Moyen-Orient. On me reproche de ne pas en parler assez. Mais quand même, ce qui se passe en Europe avec la Russie et l'OTAN et nous au milieu est très très immédiatement grave pour l'ensemble de la population française, pour notre sécurité à tous, et ça nous impacte, et je dois quand même me consacrer à cela pour l'instant, même si j'ai d'autres envies, parce que la France, elle a, comme je l'ai dit,
elle a un faisceau de vulnérabilité interne et externe. Bon, interne, on le voit, c'est notre situation économique dramatique, et externe, et politique, et externe, bah, c'est toutes ces déclarations complètement bellicistes, présidentielles, et aussi des ministres, sur l'envoi d'instructeurs. Enfin bref, on a pris, comme je le dis, on est les premiers de cordée, d'une cordée il n'y a pas de sommet, quoi. Le sommet, c'est le vide, en fait. Le sommet, c'est le précipice. Voilà. Donc, est-ce qu'on a affaire à un pouvoir qui envoie tout promener pour provoquer une très grave crise et espérer devenir un recours? Est-ce que c'est pour faire oublier l'impasse européenne? Même si on voit que le fédéralisme a encore de beaux jours devant lui, que Ursula von der Leyen pourrait malgré tout ce qui lui est aujourd'hui reproché dans bien des domaines, pourrait être réélue à la tête de la Commission européenne. Et donc, en fait, tout ça fait le jeu d'élites européistes qui, en fait, se servent de l'Europe essentiellement comme d'une défausse de leur propre responsabilité. Et ça, c'est, bon, à part la Hongrie, à part la Slovaquie, mais qu'ils paient fort, fort cher. Enfin, on a l'impression vraiment que ce scrutin européen, qui pourtant a traduit une inflexion assez claire, hein, de la volonté, en montrant qu'il y avait une volonté de une grande partie des Européens de changer un peu de modèle d'Europe, eh bien, ça ne se produit pas. Et on est un peu comme en 2005, on nie la volonté populaire majoritaire exprimée, on escamote la démocratie, et la guerre prend des couleurs, reprend des couleurs, finalement, dans cette chienlit organisée par nos apprentis sorciers qui se sont en fait plantés et qui ne veulent juste pas le reconnaître. Ils veulent évidemment pas être responsables, encore moins coupables, de leurs actes ou même de leurs pensées. Donc, tout ça, ça fait que tout est réuni finalement pour que les Occidentaux, et notamment les Européens, parce que les Américains sont à la manœuvre, mais nous obéissons, donc c'est pire que tout, on est encore plus désarmés, entre guillemets. Donc les Européens poussent à la guerre en entretenant finalement l'illusion d'un bluff russe et en se croyant tout permis. Donc on ne prend plus, on s'écharpe sur le scrutin législatif qui arrive, on ne prend pas du tout la mesure de la dangerosité de la situation internationale, et voilà, la guerre est en train de se mettre en place. Je pense qu'il faut quand même que les gens le comprennent et le sachent, au-dessus des peuples, malgré eux. Et d'ailleurs, il est fascinant de voir combien l'Ukraine a totalement disparu. Voilà, des médias, des écrans, des radios, on n'en parle plus. Jusqu'à fin juin, début juillet, déjà, on ne va parler que du scrutin législatif, qui est évidemment très important, je ne veux pas dire le contraire, mais voilà. Tout se fait pendant ce temps, néanmoins. Donc, on n'a pas retrouvé la raison. Au contraire, on parle d'autre chose, si vous voulez. Et pendant ce temps, Vladimir Poutine, lui, va en Corée du Nord probablement conclure un partenariat stratégique avec son homologue nord-coréen. Il va au Vietnam, alors ça déclenche la fureur américaine. Mais voilà, il est en train, lui aussi, va sur les plates-bandes que les Américains piétinent, selon lui, dans son précaré à lui. Voilà. Et puis surtout, alors j'ai vu qu'on me demandait un peu mon avis sur cette affaire qui est en filigrane de tout et dont on parle peu. J'avais consacré une émission au début de Paix et Guerre à ça. C'est la question de la doctrine militaire russe. Et je pense que l'évolution, depuis quelques années, si vous voulez, il y a une évolution qui se confirme maintenant et qui est servie par l'avantage technologique qualitatif de la Russie vis-à-vis des États-Unis dans ce domaine, avec les armes hypersoniques. Et en fait, ces armes hypersoniques, elles permettent
de rétablir un équilibre dissuasif qui a été mis à mal à l'initiative américaine par le bouclier antimissile, par le renoncement au traité sur les forces nucléaires intermédiaires, je vais vous l'expliquer. Et donc finalement, l'idée, à travers ces armes hypersoniques, c'est non seulement de pouvoir s'en servir pour des attaques conventionnelles, j'allais dire classiques, mais c'est de pouvoir réussir une frappe en second en cas d'attaque nucléaire américaine en premier. Parce que tout est là, si vous voulez, tout est dans la vitesse, tout est dans la capacité d'alerte précoce, et donc dans le temps de réponse possible à une attaque. Et c'est d'ailleurs la motivation première de ce qui se passe en Ukraine, hein. Il faut quand même pas l'oublier. Donc la dissuasion ancienne manière entre les USA et l'OTAN d'une part, mais surtout les USA et la Russie, passait par un équilibre de la terreur consenti, et elle a donc été mise à mal par le déploiement du bouclier américain antimissile, même si on a essayé d'expliquer aux Russes que c'était pas contre eux, c'était contre les Iraniens. Mais enfin, voilà, les bases dans certains pays de l'OTAN, c'est évident que, et puis la dénonciation en 2019 du traité, donc INF, enfin FNI, sur les forces nucléaires intermédiaires de courte et moyenne portée, et donc ça, à partir de ce moment-là, les Américains peuvent déployer des missiles de courte et moyenne portée, et donc dans des pays proches de la Russie, et l'idée c'est de finir par le faire en Ukraine, bien sûr, aux portes de la Russie, à la frontière. Et ça casse tout le dispositif russe, évidemment, puisque tout est basé sur le temps de réaction. Et c'est à ça, c'est cette compensation qu'opèrent les armes hypersoniques. Donc, en cas d'attaque nucléaire américaine, du coup, tant qu'il n'y a pas ce système hypersonique, si ma mémoire est bonne, c'est en 2021 qu'elles ont été mises en service, ces armes hypersoniques, eh bien, le temps de réaction russe est réduit à presque rien. Or, la dissuasion russe, elle est basée justement sur le lancement au départ d'une frappe en premier, grâce à un système d'alerte précoce. C'est pour ça qu'il y a ces radars d'alerte précoce, et ça rend d'autant plus inquiétantes les attaques récentes perpétrées par les Ukrainiens, mais évidemment sur ordre et avec appui des forces américaines et de l'OTAN, de 2 de ces 10 radars d'alerte précoce russes. Donc si vous voulez, on est en train de harceler les Russes sur ce qui leur permet de se sentir encore en sécurité. Donc eux, leur idée, c'était une frappe en premier sur alerte précoce, c'est-à-dire voir arriver les missiles américains très très tôt et pouvoir aller sans attendre une frappe, frapper eux-mêmes. Et là, avec tout ce qui s'est passé, ils en sont réduits à avoir à devoir se servir effectivement de leurs armes hypersoniques qui leur permettent, eh bien, d'une certaine manière, de compenser dans le temps de réaction à une attaque américaine, de compenser le temps réduit qu'ils auraient si le système d'alerte précoce, pour une raison ou pour une autre, ne marchait pas. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà, c'est à peu près ça qu'il faut comprendre. En tout cas, si vous voulez, ce qui est clair, c'est que la Russie a compris qu'on ne lui voulait pas de bien. C'est pas seulement l'Ukraine, c'est très au-delà, c'est l'ensemble du bloc occidental maintenant, et que donc elle développe une asymétrie. Donc c'est à la fois une asymétrie conventionnelle, on le voit bien en Ukraine, c'est les drones, c'est l'artillerie qui est effectivement complètement disproportionnée en termes de quantité, n'est-ce pas, par rapport à l'artillerie ennemie, mais c'est aussi une capacité, comment dirais-je, un autre type d'asymétrie en matière de capacité à faire cette seconde frappe grâce aux armes hypersoniques et au système de défense antimissile aussi qu'elle continue de développer et d'essayer d'installer, parce que ça n'est pas parfait, loin de là, on le sait, il y a eu des attaques malgré tout qui ont eu
quelques résultats, attaques ukrainiennes. Donc, c'est pas un jeu tout ça. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. C'est pas un jeu. Nous multiplions les provocations. On s'imagine un peu être dans le sketch des Guignols. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais il y a longtemps déjà, euh, avec les Sylvester Stallone en caoutchouc là, qui jouaient les généraux américains. Ou alors on a eu aussi les inconnus qui nous ont fait des batailles navales ridicules. Mais c'est pas du tout ça, là. C'est très très sérieux. Et c'est ça qui est très effrayant sur le niveau de compétence, d'expérience, de conscience de nos élites politiques et américaines, pas seulement militaires, hein. C'est d'ailleurs pas les militaires les pires, c'est plutôt ceux qui les dirigent, qui n'ont pas du tout conscience de l'importance des enjeux et de la réalité des menaces. Donc voilà, on est en fait en grand danger du fait même de notre renoncement à comprendre et aussi à écouter ce que disent les Russes. Bon. Et donc, je veux revenir sur 2 interventions très importantes de Vladimir Poutine. D'abord, en amont du sommet qui a eu lieu les 15 et 16 juin en Suisse, Vladimir Poutine a proposé un plan de paix, enfin les bases d'une négociation de paix, une feuille de route si vous voulez, pour un cessez-le-feu, un arrêt des hostilités, etc. et la formalisation d'un accord. Et en fait, c'est assez raisonnable de mon point de vue. Évidemment, les Américains ont dit que c'était inacceptable, que la Russie n'était pas en état de pouvoir se permettre d'avoir ce type d'exigence. Je crains que là aussi, il leur manque quelques éléments, je sais pas, d'information peut-être, sur la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Mais bon, donc, en gros, pour que vous sachiez ce qu'il en est, l'Ukraine doit rester neutre. C'est les principes de l'accord proposé par les Russes. Hein. L'Ukraine doit rester neutre. L'Ukraine doit rester non nucléaire, donc pas d'armes nucléaires sur le sol ukrainien. Elle doit être complètement démilitarisée et dénazifiée. Bon, ça c'est les objectifs russes classiques depuis le début de l'opération militaire spéciale. C'est-à-dire voilà, fin de toutes les engences néo-nazis, bandéristes, etc., qui entourent et qui vérolent le système ukrainien, administratif, militaire, de renseignement, etc. Il faut faire bien sûr des accords internationaux tout à fait formels. Il faut que les territoires russes, c'est-à-dire que la Russie s'est accaparée à intégrer dans la Fédération de Russie, donc les 4 oblasts, et la Crimée bien sûr, mais les 4 oblasts de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia et Kherson soient reconnus. Bon. Et en fait, voilà, comment interpréter ça? Bon, Vladimir Poutine, il veut libérer les parties de l'Ukraine qui parlent russe, hein, russophone. Ça a toujours été le cas, c'est pas un scoop, c'est pas une nouveauté. Son idée n'est pas du tout d'aller en Europe comme l'OTAN fait semblant de le croire. En gros, ce qu'il dit, c'est j'arrête mon avancée vers l'ouest si vous arrêtez votre avancée vers l'est, si l'OTAN arrête son avancée vers l'est. Je ne veux pas d'armée, je ne veux pas d'armes de l'OTAN à ma frontière. C'est banal, on voit bien ce qui s'est passé et ce qui se passerait si demain on avait une nouvelle crise de Cuba. Je veux dire, c'est tout bête. Si la Russie essayait de mettre des bases de missiles nucléaires à la frontière américaine, bon, je pense que... ou à la frontière de pays européens, je pense que ça inquiéterait quand même très très sérieusement. Voilà, ça emporterait des ripostes assez claires. Donc c'est la ligne rouge, toujours la même. Et c'est celle que nous avons franchie en dépit de tous les avertissements sans fin de la Russie. Donc voilà, je pense qu'il a fait cette tentative en amont du sommet, en espérant peut-être que ça pourrait
être en arrière-plan mental des participants à ce sommet. Mais c'est clair que de toute façon, on voit mal comment la Russie peut renoncer à ce type d'objectif, à ces objectifs-là, parce que elle ne peut pas accepter que l'OTAN ait une armée de proxy, comme l'est l'armée ukrainienne, à sa frontière, qui revendiquent leur passé nazi comme ils le font. Il ne faut pas oublier contre qui la Russie s'est battue pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pour eux, c'est très très vivant, c'est quelque chose d'assez concret, le nazisme. Donc, en gros, si l'OTAN ne comprend pas ça, il va le faire tout seul, quoi. Il va dénazifier et démilitariser définitivement l'Ukraine tout seul. Et donc, on aura vraiment tout raté dans ce cas-là, sauf si notre objectif est de se servir de cette fuite en avant de la Russie pour déclencher une intervention globale contre elle. Mais alors là, je ne sais pas si on mesure les conséquences, je continue à le dire, mais bon. En tout cas, cette offre d'accord, c'est une offre finalement qui a été faite aux Occidentaux de trouver une porte de sortie dans l'impasse dans laquelle ils sont, puisque c'est un échec colossal en fait, l'échec occidental en Ukraine. Mais évidemment, comme d'habitude, on refuse. Voilà, ce qu'on appelle la victoire de l'Ukraine, c'est la défaite complète de la Russie. Et finalement, cette défaite complète de la Russie, on est en train de l'envisager de plus en plus, mais on ne peut plus l'envisager que grâce ou avec une intervention directe de l'OTAN, ce qui veut dire une guerre mondiale. Voilà. Parce qu'on oublie que la Russie n'est pas seule non plus. Donc c'est assez fou, si vous voulez. Les réactions à ces propositions russes, d'ailleurs, rappellent la manière dont ont été traités les projets d'accord à discuter avec l'OTAN, avec les États-Unis, avec l'Union européenne, qui avaient été envoyés par la Russie le 17 décembre 2021, donc quelques mois avant l'intervention russe en Ukraine, auquel personne n'avait répondu à part l'OTAN sur un mode quasi ironique du style, mais c'est un faux problème, mais enfin voilà, si vous voulez, c'est terrible, et là on voit bien qui provoque l'autre. C'est pas besoin d'être pro-russe ou anti-russe, c'est évident. C'est évident, c'est factuel en fait. Donc malheureusement, tant qu'on ne comprend pas ça, on se met dans une situation extrêmement dangereuse, parce que si on croit que la Russie à un moment donné ne va pas devoir réagir, ou en tout cas pousser enfin, ça va continuer, quoi. Non seulement aux dépens de l'Ukraine et de sa jeunesse, mais de plus en plus aux dépens de nos troupes et de nos armements et de notre crédibilité globale et de notre économie et de tout. Donc c'est totalement, c'est abscon comme comme raisonnement. Enfin, il n'y a aucun raisonnement d'ailleurs stratégique, intelligent derrière tout ça, de notre côté. Alors évidemment, vous vous en doutez bien, il n'y a eu aucun relais de cette proposition russe en amont du sommet sur la paix, dont on essaie de nous faire croire que c'est un succès, alors que c'est un échec patent, mais enfin bon. Donc on n'en parle pas, comme de ces documents en décembre 17, c'est à peu près la même chose. On ne veut pas entendre la Russie, on ne veut pas entendre ses préoccupations, on ne veut pas entendre ses avertissements. On ne peut pas admettre que notre volonté de régime change à Moscou ait échoué. On ne peut pas comprendre qu'il n'y aura pas de défaite stratégique russe, sauf à prendre le risque de tous périr dans un affrontement nucléaire dont on se demande pourquoi, quel est l'objectif, qu'est-ce qu'on en attendait d'une victoire véritable. Bon, voilà. Donc, concrètement, les Européens sont aux mains du quatuor maudit, n'est-ce pas? Ce que j'appelle le quatuor maudit, c'est-à-dire Anthony Blinken,
secrétaire d'État américain, Jake Sullivan, qui est le conseiller pour la sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, qui est son porte-parole, enfin qui est le porte-parole de NSC, et puis William Burns, qui manifestement ne remplit pas tous les espoirs qu'on avait placés en sa nomination, qui est le chef de la CIA et qui dit aussi beaucoup de bêtises. Et donc en fait l'objectif américain, puisque nous en fait on ne fait que ce qu'on nous dit malheureusement, c'est que l'Ukraine tienne, mais tienne facialement, c'est-à-dire tienne y compris avec des boulons et des bouts de ficelle, hein, tienne jusqu'au scrutin de novembre, que l'on envoie l'Europe et notamment la France avec le bon petit soldat Macron en première ligne, tout ça pour ne pas endosser la responsabilité de leurs actes, de leurs décisions vis-à-vis de l'Ukraine, du sacrifice de la population ukrainienne, qui se poursuit manifestement sans que ça gêne grand monde, dans un conflit sans espoir, et on pousse à la roue, on pousse à élargir le conflit pour ne pas reconnaître son échec. Alors évidemment, parce que sinon, peut-être qu'on les incriminerait pour crimes de guerre, ou complicité de crimes de guerre, ou mauvaise utilisation des fonds publics américains. Bon. Et donc, on élargit la probabilité d'une guerre générale. Et évidemment, là, on a le secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, qui, bien sûr, prend sa feuille tous les matins pour savoir ce qu'il doit dire. Alors, une de ses dernières déclarations, c'est qu'on recommence. L'Ukraine doit entrer dans l'OTAN au plus tôt, mais d'abord, elle doit gagner la guerre. Parce qu'évidemment, dans les textes de l'OTAN, on ne peut pas accepter dans l'OTAN un pays qui soit en guerre, voilà, sur son territoire. Donc, voilà, l'idée, c'est dépêchez-vous de gagner, donc ça justifie tout ce qu'on fait. Et dès que vous aurez gagné, on vous rentre dans l'OTAN, ce qui est de nouveau le chiffon rouge qui pousse la Russie à réagir, et on essaie de la pousser à la faute. Voilà. Ensuite, on met des troupes en Roumanie, on fait mine de croire que la Moldavie serait menacée par la Russie. Donc l'idée est de pouvoir se servir de la Moldavie pour pouvoir arriver en Ukraine par le sud si les Russes voulaient reprendre Odessa, ce qui risque de devenir vraiment le cas en effet. On essaie de déstabiliser la Serbie, on essaie de déstabiliser l'Arménie, on essaie de déstabiliser la Géorgie, enfin on continue toujours pour affaiblir la Russie. Et que fait Moscou? Moscou vient donc, il y a très peu de temps, de déployer un certain nombre de capacités nucléaires en Biélorussie, puisque vous savez que le régime biélorusse est un régime qui est sans cesse soumis aussi à des tentatives de régime change de notre part. Bon, pour l'instant, ça n'a pas marché. La dernière, c'était il y a même pas un an, je crois. Mais il y en a eu d'autres auparavant. Enfin, ça n'arrête pas. Il y a 8 millions de personnes en Biélorussie, mais c'est un énorme pays. Et donc, je crois que Vladimir Poutine a fait ça non seulement pour rassurer Loukachenko, mais il n'y a pas que des armes nucléaires. Il l'a fait aussi. Il déploie aussi des troupes. Et donc l'idée, si vous voulez, l'idée c'est si jamais l'OTAN envoyait par exemple au hasard des troupes polonaises au secours des forces ukrainiennes dans la région de Kharkov, à ce moment-là, les troupes russes se trouvant en Biélorussie pourraient les prendre à revers et empêcher ce renforcement si jamais eux cherchent à prendre Kharkov. Donc si vous voulez, on est en train de planifier une grande guerre, de grandes manœuvres où il n'y a plus seulement l'Ukraine et ses conseillers étrangers qui sont à l'œuvre, mais où il y a littéralement des forces de pays membres de l'OTAN qui entrent en lice. Et ça, c'est quand même très inquiétant. Le deuxième point, c'est l'intervention de Poutine encore, lui,
devant le gratin, enfin la fine fleur de la diplomatie russe, récemment, très récemment, juste avant le sommet, je crois. Et là, il a quand même dit des choses qu'on ferait bien d'écouter. Voilà, cet homme n'est pas dans le bluff. Il essaie de déclencher un réflexe je sais pas, de prise de conscience en fait chez les Occidentaux, mais ça ne marche pas. C'est assez terrifiant, mais enfin bon. Donc, voilà ce qu'il dit. On est arrivé de manière inacceptable à un point de non-retour. Les appels à infliger une défaite stratégique à la Russie, qui a le plus grand arsenal nucléaire du monde, démontrent l'aventurisme extrême des politiciens occidentaux qui ne voient pas l'échelle des menaces qu'ils créent tout seuls, ou bien sont simplement obsédés par leur propre impunité et par leur propre exclusivité. Enfin, c'est-à-dire, j'imagine qu'il veut dire le fait de se sentir au-dessus, voilà, au-dessus de tous. La sécurité euro-atlantique est en train de s'effondrer sous nos yeux, elle n'existe plus, il faut la recréer. Et donc, après avoir dit ça, qui, à mon avis, devrait nous faire réfléchir, il propose quelque chose. Et il propose une ouverture, enfin si vous voulez, il y a une ouverture parce qu'en fait, il pose les bases de la structuration à l'initiative de la Russie, mais évidemment avec l'assentiment de la Chine, d'un nouveau système de sécurité internationale dont l'Eurasie serait en fait le centre initial. Donc c'est en lien avec ce que je vous ai dit la semaine dernière, c'est-à-dire il y a une intégration puissante, constante des structures eurasiatiques, politiques, économiques, sécuritaires. Et donc là, il y a l'idée, c'est une nouvelle architecture autour du même principe que celui qui a fondé l'architecture de la sécurité en Europe à la fin de la guerre froide avec la Charte de Paris, sur laquelle on s'est assis évidemment très largement, mais la partie occidentale, c'est-à-dire le principe de l'indivisibilité, et d'ailleurs l'autre principe c'est l'égalité. C'est-à-dire, tu n'augmentes pas ta sécurité à mes dépenses et je te tiens, tu me tiens par la barbichette, quoi. C'est ça le principe. Et donc, lui, il explique qu'il veut recréer la sécurité mondiale et il ouvre cela à tous ceux qui veulent s'agréger à ce projet, tous les États qui veulent s'agréger à ce projet à l'échelle du monde. Mais ils veulent faire à partir de l'espace eurasiatique au départ, pour promouvoir un développement à la fois dans la paix et équitable. Et en fait, donc l'Eurasie devient la matrice du fondement d'un nouveau système de sécurité mondiale, d'une refondation du système de la sécurité mondiale, et pas seulement de la sécurité euro-atlantique, qui a été détruite par nous, en fait, à notre initiative. Alors, bon, est-ce que Poutine fantasme? Est-ce qu'il ne vit pas dans la réalité? Est-ce qu'il fait un rêve éveillé? Bon, moi, je ne le crois pas. Je crois que c'est son idée depuis longtemps. Je pense qu'il sculpte l'avenir. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que nous, on en est à des vieilles lunes complètement obsolètes, complètement anachroniques. Et on continue, on s'arc-boute sur ce qui nous reste à nos yeux d'influence, mais on se trompe largement. Enfin bon, et lui, il sculpte. Lui, il crée le réel, il le fait sortir du néant, et il s'appuie pour ça, pour agréger beaucoup de pays, bon, sur le rejet par énormément de pays, justement de l'arrogance occidentale, du double standard, de ce qui a été fait au Moyen-Orient, partout, dans les Balkans, et du fait que cette arrogance occidentale, elle est maintenant, elle apparaît en pleine, elle apparaît à tous, si vous voulez, et donc il y a un grand nombre de pays qui s'inquiètent de leur sécurité globale, régionale, et aussi de la paralysie du système des Nations Unies. Donc il essaie de montrer qu'il faut chercher, il faut créer un nouveau paradigme, et il le propose. Il est à l'initiative de ce nouveau paradigme.
Donc il invite tous les États du monde, sans exclusive, qui le souhaiteraient, à s'associer à ce projet. En fait, c'est une énorme poussée russe diplomatique, ce qui se passe là, et stratégique de Moscou. C'est un énorme véhicule d'influence, bon, que l'on ignore, comme d'habitude, avec superbe, totalement. On l'ignore totalement, voilà. On ne veut pas le savoir. Ça ne nous frappe pas qu'il restaure, qu'il réhabilite le système de l'indivisibilité qui constituait, en fait, c'était ce principe en Europe, qui constituait le bouclier ultime de protection contre l'hégémonisme sécuritaire occidental, et notamment américain, des années 90. Et donc c'est toutes les illusions perdues de la Russie et aussi d'un certain nombre d'autres États derrière elle, qui se sont rendus compte que c'était faux tout ça, que ça n'avait pas résisté bien longtemps. Voilà. Donc il revient là-dessus, il veut le refaire, le remettre en place, et je pense qu'il va y arriver, si vous voulez mon avis. Il invoque, bien sûr, alors il applique cette indivisibilité, ce caractère équitable, mutuel, à tous les domaines, hein, pas seulement à la sécurité, le développement, la coopération, etc. Tout ça, il faut que ce soit mutuel, équilibré, équitable, égalitaire, enfin, bref. Donc, géopolitiquement, il est en train de donner un coup d'accélérateur à l'intégration eurasiatique, dont je vous ai déjà parlé, et à l'extension, à l'étendue, au scope de l'influence russe globale, puisqu'elle s'institue, elle se déclare, et c'est lui qui prend l'initiative. Il ne faut pas oublier que la Russie est présidente des BRICS cette année. Il prend l'initiative de la refonte du système de relations internationales. Donc ça, c'est très important, très très important. Troisième point, le sommet de Birkenstock, le sommet de la paix en Ukraine, n'est-ce pas? 15 et 16 juin, en Suisse, un désastre. Un désastre, c'est désolant, mais il ne suffit pas de dire que c'était une grande réussite pour que c'en soit une. C'était pas une conférence de paix, c'était une conférence de guerre, en fait. Il y avait à peu près 80 pays représentés, à des niveaux divers, mais enfin il n'y avait pas la Chine, évidemment pas la Russie, c'est quand même embêtant quand on parle de la paix avec la Russie, qu'il n'y ait pas la Russie, c'est juste pas compatible. Et en fait c'est ce que l'on a fait remarquer aux organisateurs du sommet. D'ailleurs les Suisses en sont eux-mêmes convaincus, mais bon, eux ils ne sont pas forcément les initiateurs, ils sont les organisateurs du sommet. Bref, le président Zelensky voulait définir tout seul son plan de paix, le plan de paix Zelensky, c'est-à-dire en gros on revient comme avant et en plus vous me reconstruisez mon pays, voilà, bon c'est bien, mais enfin c'est quand même compliqué quand on est dans la position militaire qui est la sienne, de prétendre pouvoir dicter les conditions de la paix, si vous voulez, c'est bon. Donc, il paraît que le sommet aurait défini les contours d'une paix juste. Moi, la paix juste, ça me fait toujours doucement rire. Voilà, c'est un peu une idéalité. Je pense qu'en revanche, une paix équitable, ça peut se rechercher, ça devrait se rechercher très très vite. Bon, Mélanie, la Mélanie, complètement avec le regard complètement halluciné, a expliqué que si la Russie n'acceptait pas les termes du sommet, n'est-ce pas, on la forcerait à l'accepter. Bon, c'est très bien. On attend de voir l'Italie faire ça. Le président, et c'est là que ça se gâte, le président polonais, Duda, durant le sommet, a carrément, en fait, brisé le poteau rose, si vous voulez, en expliquant qu'il fallait diviser la Russie, la faire éclater, quoi, en 200 États ethniques, parce que c'était l'État le plus impérialiste, le plus colonial de la planète, la plus grande puissance coloniale du monde. Et bon, alors lui, c'est clair, il rêve éveillé, il fume la moquette, c'est sûr. Et surtout, il profère une menace publique
qui donne raison en fait à tout ce que dit Moscou depuis très longtemps. C'est-à-dire, bah oui, il y a des menaces sur, on veut la défaite stratégique de notre pays, on veut le démembrer, on veut le piller, on veut faire du régime change. Bah oui, voilà, bah le président polonais l'a dit. Bon, c'est vraiment une surenchère haineuse qui est en fait pour moi à l'image de notre impuissance face au réel. Et en fait, ça nous entraîne comme toujours dans la surestimation frénétique de la Russie, dans le déni de ce qu'elle dit. Enfin, c'est vraiment, voilà, et en plus, ça justifie tout le discours russe. Ça, bon, ça n'a pas l'air de nous choquer. Alors, il y en a un qui a fait une déclaration assez sombre, assez grave, mais assez juste à mon avis, c'est le président serbe, Vučić, dont le pays est quand même soumis à de très très fortes pressions américaines pour le faire rentrer dans le rang, hein, et ça c'est une vieille histoire, et pour le déstabiliser s'il le faut. Et lui, il a déclaré que les dirigeants occidentaux jouaient les gros bras, mais qu'ils ne disaient pas à leur peuple le prix qu'il faudrait payer pour ces rodomontades. Il explique qu'on est dans un train, que plus personne ne peut arrêter, que plus personne ne veut stopper la guerre, qu'on approche du désastre, on est bientôt à 3-4 mois d'une possible grande confrontation. Et il a posé la question quand même, faut le faire, faut avoir le courage. Est-ce que vous êtes prêt à perdre 5, 10, 15 millions de personnes? Voilà, c'est quand même ça, la confrontation globale. Hein. C'est pas, on joue pas au Lego avec des petits soldats de plomb ou des petits bateaux en plastique. C'est pas tout à fait ça. Donc voilà, il a rappelé qu'évidemment pour l'Ouest, notre problème c'était qu'on perdait notre hégémonie et qu'on ne le supportait pas, mais que la Russie, pour elle, c'était vraiment une question de vie ou de mort, et qu'on n'accepterait jamais de puissance nucléaire à la porte de la Russie. Donc bon, pour le reste, ça n'a pas été terrible quand même ce sommet. Biden n'était pas là, le Chinois non plus, Xi Jinping non plus. C'est Kamala Harris qui représentait le président américain, mais elle est quand même partie avant la fin. Le président colombien, lui, est carrément parti le premier jour en disant que ça ne servait à rien. Il n'y avait pas Modi, mais c'était au niveau inférieur. Idem pour beaucoup de pays, Arabie Saoudite notamment, les Émiratis, les Slovaques. Et puis surtout, il y a une déclaration finale, assez vide, mais qui quand même n'a pas été signée ni par le Brésil, ni par l'Inde, ni par l'Afrique du Sud, ni par l'Arabie Saoudite, ni par les Émirats Arabes Unis, ni par la Slovaquie, ni par l'Arménie, ni par les Irakiens, ni par les Jordaniens, ni par les Rwandais. Enfin bref, au-delà même des BRICS, des membres des BRICS, des nouveaux BRICS, c'est quand même assez clairement un désaveu de ce qui a été tenté, même si les Suisses se sont proposés pour faire le deuxième round, pour accueillir le deuxième round de ce sommet de la paix, peut-être sur la base d'un projet sino-brésilien, mais qui est plutôt un projet sur les principes plutôt que sur des choses concrètes pour mener vraiment un cessez-le-feu. En tout cas, voilà, si vous voulez, c'est quand même une démonstration que si on veut faire un sommet de la paix qui serve à quelque chose, il faudrait quand même que les parties au conflit soient là, voilà, tout bêtement. Bon, je voudrais faire un tout petit point, mais déjà je suis très en retard sur la situation militaire en Ukraine et ses perspectives. Bon, ce qu'on peut dire rapidement, c'est que l'hiver prochain va être très très dur parce que la Russie a presque détruit l'ensemble des structures énergétiques ukrainiennes. C'est d'ailleurs un des volets de l'aide promise par les Occidentaux et les Européens et les Américains dans les dernières déclarations.
Donc il y a déjà des coupures d'électricité, même à Kiev en ce moment. Bon, est-ce que ça va pousser le peuple ukrainien à comprendre où l'emmène son président? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a presque plus de transformateurs disponibles, qu'il faut donc en construire, que ça prend du temps, ça prend des mois, que militairement les Ukrainiens tiennent encore, donc rappelez-vous de ce que je vous ai dit un peu plus haut, sur les 3 fronts, Bakhmout, Chasiv-Yar, Kharkov et puis Donetsk, mais que, enfin, ce qui est dit, c'est qu'il pourrait y avoir militairement peut-être une pause dans les combats à l'automne, lorsque la Russie aura complété, si elle y arrive, son contrôle territorial des 4 oblasts qu'elle a intégrés dans ses frontières de la Fédération de Russie. Donc idéalement avant l'élection américaine. Et là, peut-être on peut imaginer un cessez-le-feu temporaire, mais qui sera rapidement rompu par les Ukrainiens. Et à ce moment-là, ça va déclencher une nouvelle offensive russe, là, directement vers Odessa et vers Kharkov. Et c'est là que c'est la zone peut-être de tous les dangers. La Russie, par la voix du président lui-même, a avoué avoir 700 000 hommes, 700 000 hommes dédiés à ce conflit, donc pas en Ukraine seulement, mais mobilisés pour ce conflit. Et elle a annoncé relancer fin septembre ou en septembre une vague de mobilisation. Donc elle attend l'OTAN, c'est clair. L'Ukraine a aussi bien sûr fait sa loi sur la mobilisation, maintenant c'est moins de 25 ans, mais ça reste un désastre humain, social, complètement criminel, et je pense que notre soutien à cette mascarade l'est aussi, en ce qui me concerne. On veut juste que l'Ukraine ne s'effondre pas militairement avant la présidentielle américaine. Pourquoi? Parce que les politiciens occidentaux, encore une fois, ne veulent pas assumer leur participation à cette boucherie inutile, ni perdre la face. Bon. Donc, en gros, ce qu'on veut, c'est que les Ukrainiens ne reculent pas massivement trop vite. Parce que si les Russes prenaient l'ascendant définitif dans la région de Donetsk, de Chasiv-Yar ou même de Kharkov, alors là, il y aurait une reculade très importante, trop humiliante, trop voyante, si vous voulez, de plusieurs dizaines de kilomètres. Et bon, c'est un peu compliqué. C'est ça qu'on essaie de jouer. Donc, il faut que la Russie ne réponde pas aux provocations, ou alors qu'elle fasse un geste qui hâte l'atteinte de cet objectif initial, c'est-à-dire de récupérer jusqu'aux frontières administratives des oblasts définitivement pour pouvoir sécuriser ça. Je reviens aussi très brièvement sur la déclaration du vice-président de l'Académie des sciences de Russie concernant les missiles, sur les missiles et l'artillerie, qui s'appelle Konstantin Sivkov, et qui, lui, a dit que cette conférence en Suisse et son échec patent était en fait c'est le signe avant-coureur, si vous voulez, la dernière étape avant une intervention aérienne de l'OTAN pour débuter. Il voit ça à 3-4 mois. Il dit que l'Alliance a déjà, entre guillemets, prétasqué 500 000 hommes. Je ne sais pas où il a ces informations. Et que tout ça, ça pourrait se faire en août-septembre. C'est-à-dire, précisément, comme je viens de vous le dire, au moment où la Russie pourrait avoir réussi à avancer et sécuriser définitivement ces 4 oblasts. Et donc serait en passe de se lancer vers Kharkov et Odessa de manière définitive. Donc c'est là, c'est la période de tous les dangers est là. Alors est-ce que c'est de la désinformation, de l'auto-désinformation, même de l'auto-conviction, si vous voulez, russe, pour faire comme font les États-Unis, c'est-à-dire crier au loup pour justifier des préparatifs russes en représailles, ou bien est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que du côté russe, on se prépare à tenir un assaut des forces de l'OTAN. Du côté OTAN, bon, il ne faut pas oublier qu'on a 27 pays dont l'interopérabilité n'est pas non plus mirobolante.
Quant à la France, vous savez qu'on a promis une brigade, n'est-ce pas, 20 000 hommes, 2026, je crois, qu'on sera capable de relever éventuellement en 2030. Donc, enfin, c'est complètement dérisoire. Si vous voulez, voilà, c'est facial, mais c'est très dangereux pour les soldats qui seront là. Et pourquoi faire à la fin? Ça montre le caractère abstrait et purement idéologique de notre réflexion sur ce conflit. Voilà. Et c'est ça qui m'inquiète beaucoup. En tout cas, la guerre va durer, c'est clair maintenant. Tout est fait pour de notre côté. Il y a eu aussi, à l'instar des accords qui avaient été faits entre des États européens et l'Ukraine, un accord entre les États-Unis et l'Ukraine sur le même modèle. Mais en fait, c'est un accord qui reprend ce qui est déjà en cours. Donc c'est assez frustrant pour Kiev. Enfin, tout est frustrant pour Kiev de toute façon. Ça officialise l'existence, si vous voulez. Mais Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, s'est immédiatement empressé d'expliquer qu'évidemment, c'est un accord signé, il n'y a pas d'aval du Congrès, etc. Donc, si le gouvernement change, autrement dit, si Trump revenait, il ne peut pas garantir la bonne exécution de cet accord. Donc, c'est un accord sur 10 ans, mais enfin, en fait, il aura peut-être que 3 mois ou 6 mois d'existence. Voilà. Ensuite, on a fait aussi avec les Américains un accord de 50 milliards d'euros de prêts à l'Ukraine, garantis par les intérêts des avoirs russes, dont on explique qu'on va récupérer déjà un premier milliard et demi en juillet. Réaction russe, écoutez, la Russie a suffisamment d'avoirs européens et américains sur son territoire pour pouvoir vous rendre l'appareil. Ça va être très très douloureux pour les Européens. Bon, voilà, je pense que c'est surtout l'Europe qui a fait cet accord, mais comme d'habitude, derrière, il y a le backup et en même temps la pression américaine. Voilà, je ne vous parlerai pas de la dette ukrainienne qui est délirante, des perspectives de reconstruction délirantes aussi. Enfin, si vous voulez, il y a tellement d'éléments qui devraient nous pousser à dire il faut arrêter non seulement le massacre, mais arrêter les frais. Arrêter tout cela. Parce que ce qui est clair, c'est que les Américains nous ont refilé le bébé ukrainien de plus en plus, à travers tout un tas de décisions, de déclarations et de pressions. Et donc, eh bien, ça va être à nous de supporter tout cela, y compris financièrement, y compris si on fait entrer avec une fast track, avec un mécanisme rapide, l'Ukraine dans l'UE. On va devoir payer mais des centaines de milliards en fait, que l'on n'a pas, parce que je rappelle qu'on est en mauvaise situation économique, surtout depuis que notamment l'économie allemande, mais pas seulement, n'a plus le gaz russe bon marché. Donc on est vraiment dans ce goulot d'étranglement suicidaire, très très inquiétant, très inquiétant. Et je ne sais pas si on va être capable d'arrêter ce train fou avant qu'il ne soit trop tard. Et puis je termine, parce que là je suis déjà au-delà d'une heure, c'est pas bien du tout. Donc par vous parler en 2 mots, je termine en vous parlant de la fin de l'accord donc de 50 ans qui avait été conclu le 8 juin 1974 entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Et donc l'Arabie Saoudite a dit qu'elle ne le renouvellerait pas, ce qui a quand même beaucoup de sens à mon avis géopolitiquement. Cet accord, c'était en gros l'Arabie Saoudite s'engage à ne vendre son pétrole qu'en dollars dans le monde entier, pas seulement aux États-Unis, dans le monde entier, et en échange les États-Unis s'occupent de sa sécurité, directement et indirectement, de lui vendre les armes qu'il faut, de la formation. Il y avait une commission militaire technique là-dessus, et puis une commission sur les questions énergétiques. Voilà, donc cet accord qui a été extrêmement structurant pour
la suprématie du dollar déjà dans le monde, depuis 50 ans, depuis un demi-siècle, 74, n'est plus. Voilà. Et donc, ça veut dire que l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, peut vendre son pétrole dans la monnaie qui lui plaît. Que ce soit, ça peut être du dollar, bien sûr, mais ça peut être aussi, désormais, le yen, le yuan, l'euro, bon, voilà, ou le bitcoin. Donc ça, c'est à mon avis, c'est un geste très important et très signifiant géopolitiquement. Ça veut dire qu'elle se dégage. Alors, est-ce que c'est les restes de la fureur ressentie par Mohamed Ben Salman après la crise qu'avait faite Biden à propos de la mort de Khashoggi? Est-ce que c'est le fait que les Américains ne les ont pas protégés lorsque les Houthis ont attaqué les installations pétrolières saoudiennes? Voilà. Mais c'est aussi le fait d'une relation forte avec la Russie, c'est aussi le fait d'une relation de plus en plus forte avec la Chine, c'est aussi le fait d'un rabibochage malgré tout avec l'Iran, dont les ministres des Affaires étrangères se sont vus il y a encore très peu de temps. Bref, tout cela fait que l'Arabie Saoudite, j'allais dire, reprend un peu son indépendance, sort de l'adolescence, si vous voulez. Et ça se fait d'ailleurs par hasard, peut-être, au moment où les États-Unis prennent de nouvelles sanctions financières et énergétiques contre la Russie. Bon, voilà, je ne sais pas dans quelle mesure tout cela est lié, mais ça veut dire que c'est un grand coup positif donné, encore une fois, à la dédollarisation du monde. Quand on lit cela avec le mouvement actuel dont Moscou est l'initiateur de promotion du commerce à l'échelle des BRICS et de toute l'Eurasie d'ailleurs, promotion du commerce dans les monnaies locales entre les pays membres, on se rend compte que cette dédollarisation qui nous fait peur, qui est parfois annoncée comme imminente, etc., ça suit aussi son cours, et ça suit le cours de la démonétisation, si j'ose dire, symbolique du crédit de l'Occident dans le monde. Et c'est cela la grande bascule, c'est cela qui va se produire de plus en plus, et c'est par rapport à cela que l'on devrait être capable de se positionner, non pas pour s'aligner, mais pour être capable de saisir un certain nombre d'opportunités, de ne pas trop se fragiliser par des alliances, j'allais dire unijambistes. Voilà, je termine là. Il y a aussi les Jeux des BRICS. C'est pas les Jeux Olympiques, mais c'est les Jeux des BRICS accueillis par la Russie, où il y a une délégation française. Vous voyez, la hauteur de vue n'est pas tout à fait la même dans les deux endroits, mais enfin, c'est comme ça. Je termine là-dessus. Je vous remercie de vous inscrire, de liker, de partager et de nous soutenir si vous le souhaitez. Je vous souhaite une belle soirée. Je vais essayer maintenant de faire en sorte que cet enregistrement vous parvienne sur la chaîne. Et je vous dis à la semaine prochaine, mercredi 19h, pour la suite des événements. Voilà, bonne soirée. Au revoir.